Je sais pas c'est quoi avec Dany, il aimerait ça sexuellement. Ouh là! Non, mais il a fait l'objet d'accusations, dans un article notamment Mediapart, pour des faits qui remontent à 2011-2012 et pour d'autres faits plus récents, donc c'était le truc avec Krista là, le truc, la dernière fois et cetera. Les faits anciens, c'était une accusation de viol, chantage au suicide et cetera. Les faits récents, bah, c'était les mêmes trucs qu'on avait vus avec Krista et Mediapart en a profité pour mettre des petits leaks, de Discord, pour nous foutre dans la sauce, sans nous prévenir d'ailleurs, c'est marrant, bref. Et donc là, Zawa Prod a décidé, collectivement de mettre Dany en retrait, de transformer la chaîne Dany Eraz en une chaîne Zawa Prod et de prendre acte et de faire en sorte qu'il soit en retrait de la vie publique, du moins des streams et cetera. Il s'exprimera probablement selon ses termes. Il y a eu beaucoup de réactions ici et là, beaucoup de streams, beaucoup de personnes qui ont donné leur avis. Certains avis avec lesquels je suis un peu d'accord, certains avis avec lesquels je suis totalement en désaccord. Est-ce que tu as regardé la vidéo d'Escargot? J'avoue, j'ai un peu tout coupé, le temps que ça décante dans ma tête, y compris. Et que, y compris, bah, mes sentiments à moi vis-à-vis de ce qui avait été révélé sur moi. Que la honte décante un petit peu, que il y a toujours un réalignement de l'identité dans ce genre de cas. Mais je compte le mater parce que pas mal de gens m'ont dit du bien. Je voulais revenir quand même sur un truc qui m'a énormément agacé. Oui, en plus, il y a le truc avec Lénofi et H qui en rajoute, qui est triste en fait. Enfin, j'ai pas envie de dire triste pour les deux. Enfin, si, en fait, si, c'est horrible. Enfin, bref. Bah, en plus, surtout dans le contexte où elle était un petit peu encensée comme celle qu'il fallait se référer pour avoir le bon discours sur cette affaire-là, etc. Il y a toujours des trucs en cascade qui arrivent à ces moments-là et c'est sale, quoi. Enfin, ça va à l'encontre de tout ce que on a toujours défendu, mais c'est aussi l'échec de processus alternatifs qu'on défend aussi depuis très longtemps. Il y a un sentiment de tristesse et de gâchis en fait sur ce qui nous anime politiquement, aussi à Zawa Prod, et y compris avec Dany, hein, quand on a commencé à bosser ensemble. Moi, je suis vraiment triste pour les deux, que ça en arrive là, qu'elles aient vécu ça. Enfin, je sais pas, je sais pas. Mais non, il y a un truc par contre sur lequel j'ai envie de revenir et parce que bon, évidemment, comme dans toutes ces affaires-là, il y a eu beaucoup de commentaires politiques parce que forcément, c'est une question politique qu'on se pose, hein. C'est, vis-à-vis du féminisme, vis-à-vis de bon, qu'est-ce qu'on fait du patriarcat, des accusations, des trucs comme ça, qu'est-ce qu'on fait de tout ça et cetera. Il y a eu beaucoup, beaucoup de discours et forcément, il y a certaines personnes qui en ont profité aussi pour, dans leur discours politique, faire passer des messages qui sont honteux. Je vais dire ça comme ça, qui sont vraiment honteux. J'ai regardé le live de la pas du team là. Bon, ils nous ont cancel, hein, quoi qu'il arrive pour l'affaire de l'affaire avec Krista, etc. Bon, bref, voilà, c'est ce qui arrive. Mais les désaccords politiques qu'on avait avec la pas du team, ils ont du fond. Il y a un truc qui m'a vraiment foutu un peu hors de moi, c'est qu'ils ont énormément reproché, notamment, je crois que c'est Dr Zoé qui a parlé de ça, mais c'était aussi Chris, le fait que Dany, d'ailleurs il dit il, mais bon, je sais pas exactement qui a dit ça, j'imagine, c'est voilà, hein, mais qu'ils disent que oh là là, c'est des prolos, ils sont tout cassés, et que du coup c'est normal qu'ils agressent, et qu'en fait du coup ça sert à rien d'aller sur le récit biographique parce que c'est les structures qui comptent. On voit bien que la logique biographique, c'est d'aller chercher, et là je le dis clairement, non pas des explications, mais des excuses dans le passé. Donc c'est très facile de faire le tri. Tout le monde peut trouver une fêlure, une violence, un passé difficile, etc., pour pouvoir refaire une généalogie et réinventer une histoire. La réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que ce qui vous fait violenter des gens, c'est d'avoir le pouvoir sur des gens. C'est d'avoir le pouvoir masculin sur des femmes, c'est d'avoir le pouvoir de la blanchité sur des hommes, c'est d'avoir le pouvoir du capital culturel sur des gens qui n'en ont pas, et c'est d'avoir le pouvoir du capital économique sur vos salariés ou sur des gens qui n'en ont pas. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on trouve dans la biographie, c'est pas quelque chose qu'on remonte avec un fil, c'est quelque chose qu'on analyse tout de suite, maintenant, en termes de structure de pouvoir. C'est notre désaccord fondamental avec la pas du team. C'est pour ça qu'on a eu ce débat sur la psychanalyse. C'est pour ça qu'on a toujours eu un débat sur la question des affects. C'est pour ça qu'on a toujours eu un désaccord sur le populisme de gauche, etc. Des trucs. Le premier débat que j'ai eu avec la pas du team, et notamment avec Chris, c'était sur le populisme de gauche, notamment sur Chantal Mouffe, etc. Donc on a toujours été en désaccord sur ces trucs-là. Mais parce qu'en fait, notre désaccord fondamental, on n'est pas en désaccord sur la structure et sur l'analyse des structures. Là où on est en désaccord, c'est où est-ce que tu places l'analyse de comment les individus interagissent avec la structure. Et je trouve que dans leur live, ils en ont profité en disant que du coup, c'est inintéressant de s'intéresser aux biographies individuelles et que de toute façon, c'est que les structures qui comptent et que tant que tu es dominant, du coup, c'est tout ce qui compte à l'instant T, etc. En fait, je trouve ça extrêmement malhonnête d'utiliser l'affaire précise de Dany pour balancer par la fenêtre toute la sociologie du genre. Et encore une fois, tu vois, moi, c'est un truc de... Le premier truc avec lequel on a travaillé avec Dany, c'est vraiment là-dessus qu'on a une rencontre politique et intellectuelle, ça a été sur les questions de la masculinité.
Moi, à ce moment-là, je m'intéressais énormément aux sociologies des masculinités parce que bah, j'étais moi-même un individu qui évoluait dans une structure qui est le genre et qui changeait de position dans la structure du genre et que du coup, bah, ça m'a beaucoup intéressé sur toutes ces choses-là. Dany aussi, avec toutes ses expériences multiples et y compris de remise en question, même si personne n'y croit et je comprends que personne n'y croit et je vais pas vous faire le... Voilà, oui. Mais c'était aussi un truc sur lequel il avait envie de parler. Et en fait, en faisant ça, toute la matière qu'on a travaillée, justement, ça a été la banalité des violences, comment elles se, comment dire, comment elles se transforment en un comportement, y compris même inconscient des personnes, comment ça devient finalement calqué sur la vision du monde et donc sur l'ignorance du monde que tu vois, etc. Comment, par exemple, le deuxième épisode sur le rapport à la misère sexuelle, etc. Comment la construction de la masculinité et de la sexualité de façon conjointe crée forcément des relations à la fois de violence envers les autres et de violence envers soi-même. Enfin bref, hein, c'est vraiment une matière qu'on a travaillé ensemble, qui est complexe, mais qui implique du coup précisément dans un enjeu de prévention. Et en plus, c'est contradictoire parce que plus tard dans le live, ils disent qu'il faut faire de la prévention. Donc je ne comprends rien, tu vois. Genre du coup, si tu t'intéresses pas aux biographies individuelles, comment tu fais de la prévention? Bref. Et en fait, je trouve ça malhonnête parce que on peut avoir un désaccord politique sur qu'est-ce qu'on fait de l'individu et des structures. On peut avoir un désaccord politique sur à quel moment une analyse des masculinités est intéressante ou pas. Mais par contre, en profiter pour jeter tout ça d'un coup, comme si c'était totalement illégitime, quelle que soit la situation, etc. Pour moi, c'est une instrumentalisation extrêmement malhonnête de la situation. Et après, ils vont totalement se contredire en disant que, oui, du coup, t'es déterminé. Parce qu'en fait, ils nous accusent de dire que, en gros, quand on dit all men, c'est que du coup, on se réfugie derrière le déterminisme et qu'on dit que, comme du coup, all men are trash, du coup, on est déterminé à faire des violences et du coup, forcément, on est obligé de le faire. Ce qu'on n'a jamais dit, hein, by the way. Mais bref, justement, quand on dit all men, c'est qu'est-ce qu'on fait de la banalité de ça? Qu'est-ce qu'on fait du fait que, typiquement, sur le fait que, sur l'affaire de Dany et Marion, qu'ils aient tous les deux un récit différent. Comment on réconcilie le fait que deux récits différents existent pour un même fait? Ça, c'est de l'ordre de l'intériorisation des structures. C'est de l'ordre d'une plus grande complexité que simplement ils disent all men parce qu'ils sont déterminés. Non, tout ce qu'on pose la question quand on dit all men, c'est précisément parce que c'est banal, parce que c'est partout, parce que c'est ce que nous a appris MeToo. Comment tu traites ça? Tu vas pas traiter individuellement chacun en disant on va faire une punition sur chaque truc. En fait, si c'est systémique, ça veut dire que c'est à une autre échelle qu'il faut le traiter. Et du coup, Paduring qui continue à dire que, alors qu'en réalité, on a des déterminismes, mais c'est par nos comportements individuels qu'on les dépasse, etc. Donc en fait, finalement, il devient totalement individualiste. Du coup, il milite pour la déconstruction individuelle, que du coup, il faut se déconstruire individuellement, etc. Et je dis pas que c'est entièrement faux. Je dis simplement que il ne suffit pas de se dire je suis woke, donc je ne vais plus jamais rien faire. C'est un travail quotidien, précisément, parce que les structures sont toujours là. Et que parfois, tu peux avoir une dynamique où, dans ta vie, tu as été turbo-safe toute ta vie, et à un moment, tout d'un coup, tu te mets à commettre des violences banales. Parce que tu as arrêté de te poser la question, tu as arrêté de rechercher de l'empathie, etc., etc. Bref. Je trouve qu'ils nous prêtent des trucs qui sont totalement faux, en fait. Et encore une fois, là, c'est de l'opposition politique. Et ils le disent eux-mêmes. Hein. D'ailleurs, moi, je suis totalement d'accord qu'on n'est pas d'accord là-dessus politiquement. Mais notre désaccord politique, c'est sur cette relation entre les individus et la structure. Et eux, ils passent leur vie à sauter de l'un à l'autre, de faut que les individus ils sortent de leur déterminisme. Et en même temps, la structure, elle est écrasante et elle agit au travers de toi à l'instant T. Donc, c'est la structure qui compte et on s'en fiche de ta biographie individuelle. Bah, nous, on a toujours plaidé pour justement une vision un peu plus fluide, un peu plus nuancée et un peu plus, comment dire, inconclusive. Tout ça pour dire qu'il ne suffit pas de, dès qu'il y a un truc, le condamner. Parce que c'est aussi un truc qui est totalement absurde. Enfin, je veux dire, je crois que c'est Chris qui dit ça, on peut pas attaquer les structures si on n'attaque pas les individus. On ne peut jamais attaquer une structure sans attaquer les comportements des gens. C'est identique, c'est la même chose. Transformer un système, changer un système, c'est changer les possibilités des gens. Donc quand Zoé dit, on va se cartonner les hommes et les frères, les pères, les cousins, etc. avec la même intensité pour les empêcher de faire certaines choses, et chaque femme doit lutter pour empêcher de faire ces choses-là, c'est directement comme ça qu'on attaque un système. De la même manière que d'attaquer le système capitaliste, c'est directement se fighter avec le patron, le bourgeois, son pouvoir, ses possibilités, dans chaque entreprise, dans chaque usine, etc. C'est la même chose. Alors moi je suis d'accord que en effet, si tu... Et d'ailleurs c'est un petit peu ce qu'il dit, hein, si tu fais tomber le capitalisme, bah oui ça va heurter les capitalistes, les individus vont être attaqués. Par contre tu fais pas tomber le capitalisme en faisant tomber les patrons un à un. Et sauf que pour le patriarcat il dit ça, c'est qu'il faut que chaque homme et chaque femme fassent le travail, etc. Et ça fera tomber le patriarcat. Non, c'est une logique de colibri. C'est une logique de colibri. Normalement si t'es marxiste,
tu vois que le patriarcat repose sur d'autres types de structures et que c'est pas juste en multipliant les actions de remise en question ici et là, etc. Ils ont pas dit ça. Chris a littéralement dit ça. Bah après, je suis d'accord que ça te surprend qu'il ait dit ça parce qu'il a totalement contredit ce que disait Zoé juste avant. Donc, enfin, moi, c'est ce qui m'a agacé avec leur live, c'est qu'il était totalement contradictoire. Et vous allez pas être d'accord avec moi, peut-être. Mais moi, j'estime que les deux personnes doivent être entourées. Que les deux personnes doivent avoir des gens qui vont les ramasser à la petite cuillère. Enfin, j'estime que justement, la réparation, c'est aussi une réparation intime pour chaque personne. Et que c'est aussi un travail qui... Enfin, voilà, quoi. Bref. T'as toujours recours à des structures de légitimation. Précisément, notamment quand la parole des personnes n'est pas crue, que ce soit par leur statut, que ce soit par leur reach, que ce soit par... etc. Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut ne pas croire des personnes. Et donc, forcément, tu vas t'accrocher à des structures plus légitimes. Que ce soit les médias, que ce soit la justice traditionnelle, que ce soit des plus gros influenceurs. Enfin voilà, des éléments qui vont pouvoir donner une part comment dire, de validation à ton témoignage. Et en fait, c'est toute la question que se pose fondamentalement la question du call-out. C'est qu'on s'en remet du coup à des institutions, quand je dis institutions, hein, je parle aussi d'institutions sociales, à des structures qui sont elles-mêmes aussi imparfaites. La société publique est en soi imparfaite. La preuve, tu as des gens sur Twitter qui se permettent de formuler des demandes qui ne sont même pas celles de la plaignante dans le cas de Dany, par exemple, tu vois, genre. Mais comme ils se retrouvent dans cette situation de tiers, de structure, enfin d'institution sociale chargée du jugement, dans ce cas, la question de qu'est-ce qu'on en fait est d'autant plus diluée que c'est... Enfin voilà. Croyez-moi ou ne me croyez pas, mais cette vision nuancée, je l'ai littéralement pour tout le monde. Moi, là où je voulais en venir, je voulais rester sur le live de l'appât du team, parce que je trouve que là où il est intéressant, c'est qu'il révèle vraiment, et il verbalise vraiment, le désaccord politique de fond que et quand je dis on, je pense Lazawa Prod, enfin en tout cas moi personnellement, mais je sais que ça aussi c'est un peu le cas, on a avec l'appât du team, sur notre façon de penser la théorie. Et que notre vision de la relation entre les individus et les structures n'est pas la même. Et nous, on assume qu'elle est beaucoup plus grise, beaucoup plus nuancée, avec beaucoup plus d'allure. C'est pour ça qu'ils nous en veulent de parler de psychanalyse. C'est parce que c'est un levier philosophique, on va dire, parce qu'on n'en parle pas en termes cliniques, etc. Mais c'est un levier philosophique qui permet d'appréhender justement cette interaction-là, et qui justement va dans le sens de ce que dit Zoé, dans le sens de se dire, bon, comment on fait la prévention ? Bah pour commencer la prévention, il faut déjà savoir qu'est-ce qui a amené à faire ça dans la biographie individuelle de la personne, dans la façon dont cette personne a intériorisé les structures, et qu'est-ce qui fait qu'on peut agir sur soit cette intériorisation des structures, soit les structures elles-mêmes, pour qu'elles ne le refassent plus. Donc en fait, c'est que... Vous êtes en désaccord avec eux parce que vous avez des différences théoriques, je suis en désaccord avec eux parce qu'ils sont pas assez orthodoxes dans leur marxisme, are not the same. Mais donc voilà, et je trouve qu'en vrai, au moins ça pose ça. Et je trouve que leur tendance à donner des leçons, collectivement, ils ont tous la hauteur de vue morale, vu qu'ils nous ont cancel. Et why not, hein, je dis pas ça pour critiquer, c'est que fondamentalement, moralement, ils sont au-dessus de nous en ce moment. Donc ils ont cet ascendant moral pour aussi faire passer des opinions politiques, genre appelez ça le féminisme CFDT, alors que c'est littéralement du féminisme marxiste, c'est faire passer un débat politique en instrumentalisant justement la hauteur de vue morale qu'ils ont par rapport à nous en ce moment. Et ça, je trouve ça malhonnête. Et un autre truc aussi qui m'a hérissé le poil dans ce live, c'est lorsque Dr Zoé a parlé du fait qu'on instrumentalisait la justice réhabilitatrice. Cette réutilisation, cette récupération qui a été faite des expériences de justice réhabilitatrice et de justice transformatrice qui ont été faites, alors c'est particulièrement le livre d'Elsa Dekmarso qui a été beaucoup cité, et toutes ces expériences-là ont été globalement, si on sort de Dekmarso, développées dans des communautés qui sont très marginalisées, dans par exemple des communautés racisées, dans des pays avec des structures extrêmement racistes, enfin voilà. Et réutiliser des expériences qui sont faites, qui encore une fois sont intéressantes et vraiment dont on peut tirer des trucs, dans des collectifs queer, LGBT particuliers, enfin vraiment dans des contextes particuliers, où en plus, si jamais il y a sanction pénale, quand on est une personne racisée aux États-Unis par exemple, ou quand on est une femme trans qui n'a pas changé d'état civil et donc qui risque, si elle est en prison, d'être emprisonnée dans des prisons d'hommes avec des violences qui lui sont appliquées, etc. Enfin, comment on peut faire le parallèle entre ces situations-là et une situation d'asymétrie aussi énorme qui touche un mec hyper connu, patron de sa boîte, d'une énorme boîte, etc. Comment on peut se raconter que ce sont des choses applicables et que ça ne pose pas de problème et que c'est ça la justice? Plusieurs choses. Déjà, elle confond justice réhabilitatrice, justice restauratrice, justice transformatrice, mais bon, ça, c'est pas grave. C'est des mots compliqués, ça finit par trice à chaque fois, c'est pas grave. Mais il y a plusieurs éléments dans ce qu'elle dit, certains qui
il me semble sont faux, mais je peux vérifier, j'ai pas redemandé les screens, et certains qui, désolé, sont honteux à dire. Lorsqu'elle dit qu'on lui a demandé une médiation, alors il y a deux choses. Quand on parle de médiation en justice restauratrice, on parle de plusieurs choses. On parle de médiation restauratrice avec un tiers neutre, validé par les deux parties, une structure indépendante qui puisse faire émerger la condition de la prise de conscience de l'un et de la libération de la parole de l'autre. Ce n'est pas le seul procédé de justice restauratrice. La justice restauratrice comprend aussi des groupes de parole, des séances individuelles, etc. etc. La médiation n'est qu'un des outils de la justice restauratrice, mais voilà. Quand on parle de médiation au quotidien, c'est quelqu'un qui va parler à la place d'eux, quelqu'un qui va faire l'intermédiaire, l'intermédiation. Donc on n'a pas demandé une médiation restauratrice à Dr Zoé. On a demandé un avis et des conseils de quelqu'un. C'est tout. Parce que c'était une situation où on était en appel à l'aide. Après qu'elle tourne ça en mode « ils avaient prévu de faire leur live, ils sont tellement de manipulateurs » et qu'elle ne voit pas l'appel à l'aide là-dedans, j'espère qu'elle traite ses patients un petit peu mieux. Mais il y a un autre truc qui m'a hérissé le poil. C'est quand elle a dit que la justice réhabilitatrice, restauratrice s'il te plaît, avait émergé dans les milieux queer que pour les personnes queer, parce que les trans, c'est pas bien de les cancel, et que ça ne valait pas du tout pour le reste de la société. Alors là, je sais qu'on nous accuse beaucoup sur Twitter d'avoir découvert la justice restauratrice avec Elsa Marceau, mais là, désolé, je vais lui renvoyer la balle. Pour être très très honnête, moi, la justice restauratrice, j'ai découvert ça en 2018, quand j'animais un camp d'été d'éducation à la paix, et j'ai découvert le truc, et j'ai trouvé ça hyper intéressant, et on a invité justement une personne, une association de justice restauratrice, qui nous a fait un peu c'était avec des adolescents, etc., d'un peu partout dans le monde, bref, et elle nous a préparé en fait une activité où en fait tu simules une médiation restauratrice. Et notamment, c'était un cas qui est un cas assez typique en fait, où on mimait une médiation restauratrice entre le parent d'une victime d'un homicide routier involontaire, le coupable de l'homicide routier involontaire, et il y avait du coup une personne tierce, etc. Et on apprenait comme ça comment les processus de compréhension, de pardon sont mis en place, etc. Moi, c'est à cette occasion que j'ai découvert la JR. Et voilà. Donc ça, c'est la justice restauratrice. Et puis moi, le deuxième rencontre que j'ai eu avec ça, ça a été quand j'ai étudié les tribunaux pénaux après le génocide du Rwanda. La justice restauratrice. Oui, et d'ailleurs, il y a le film aussi, Je verrai toujours le visage, qui est hyper intéressant. Oui, en Afrique du Sud, etc. Enfin, en fait, quand on parle de justice restauratrice, de réhabilitation, de tous ces trucs comme ça, c'est un contexte au cours du XXe siècle où il y a eu des mouvements de critique juridique, notamment de critique vis-à-vis de du punitivisme, du carcéralisme, et en fait qui étaient des critiques à partir de l'efficacité en fait du système légal, en partant du principe que on observe que la prison crée de la récidive, que la condamnation n'équivaut pas forcément à une compréhension et une évolution du comportement, etc. Et donc on se dit bon, la justice dysfonctionne pour 36 000 raisons, alors avec plusieurs critiques. Des critiques afroféministes, par exemple, sur le biais racial et le biais de genre derrière la prison, sur ce que ça fait aux structures familiales, et comment ces structures familiales qui se retrouvent disloquées par le rapport à la prison sont en retour instrumentalisées par le pouvoir d'État pour inférioriser et encore plus stigmatiser les familles noires. Il y avait donc ces critiques afroféministes, il y avait des critiques queer, bien évidemment. Tu avais aussi des critiques tout simplement dans d'autres types de champs, des critiques du champ légal, des critiques de juges eux-mêmes qui disaient bon vous êtes bien gentils mais on a l'impression d'écoper un bateau qui est en train de prendre l'eau, donc est-ce qu'on peut réfléchir à d'autres systèmes, etc. T'as beaucoup de champs de critiques qui sont coalisés en fait dans cette période-là de remise en question, de réflexion critique sur comment est-ce qu'on fait justice, comment est-ce qu'on refait société et comment est-ce qu'on sort justement de cette vision punitive, carcérale, etc. Foucault en a beaucoup parlé, etc. Et c'est un petit peu le plus connu, on va dire, en France de cette réflexion critique, mais c'est pas non plus la pointe avancée de l'iceberg. Il y a eu beaucoup d'autres gens qui ont participé à ça. Donc, mon gros problème avec tout ça, c'est que précisément, quand on parle de justice restauratrice, on parle déjà de procédés de justice qui sont déjà mis en place à l'heure actuelle. Déjà, de justice réhabilitatrice, c'est déjà en théorie la fonction de la justice, la réhabilitation.
pour ça qu'il y a des procédés vers la fin de la peine, vers la fin de la peine de prison, par exemple, pour penser la réinsertion, les trucs comme ça, etc. Qu'il y a des procédés où on va t'emmener voir un psy, etc. Enfin bref, la réhabilitation, c'est à la fois une réflexion philosophique sur comment tu réintègres la société, et en même temps un truc que la justice se targue déjà de garantir, etc. Oui, d'ailleurs, on ne demande pas l'avis de la victime. Oui, d'ailleurs, bien sûr. La justice actuellement fonctionne en dehors des victimes. La réhabilitation, telle que la justice traditionnelle se targue de la faire, etc., ne fonctionne pas. Elle peut être réfléchie autrement, etc. La justice restauratrice pense aussi la réhabilitation, pense les conditions de la réhabilitation au travers de ça, au travers de différents procédés, au travers de tout un panel justement de techniques, de mise en place, etc., qui vont médier à ça. Et la justice restauratrice, désolé de vous l'apprendre, n'existe pas que dans des petits milieux queer marginaux, en fait. Parce qu'il ne faut pas que les meufs trans se fassent cancel. Elle existe déjà en application de certaines peines. Et c'est un problème. Et c'est critiqué par beaucoup de défenseurs et défenseuses de la justice restauratrice. Parce qu'en fait, ça a été en gros à un moment où le néolibéralisme commence à bouffer l'entièreté de l'État et que la justice, que le budget de la justice fond de plus en plus et que les tribunaux se retrouvent engorgés et qu'on demande encore plus de faire plus de peines. Il y a un phénomène d'inflation pénale et en même temps des tribunaux qui ont moins de thunes pour juger les trucs, etc. Et en fait, moins de thunes, ça veut dire que tu peux moins prendre le temps de juger les choses aussi. Enfin bref, du coup, l'État s'est dit « Ah, la justice restauratrice, c'est génial, on va conventionner des associations qui vont faire le reste du taf psychosocial à notre place, comme ça on n'aura plus à le payer. » Concrètement, c'est comme ça que l'État instrumentalise la justice restauratrice et les initiatives de justice restauratrice. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. Il y a eu des expérimentations, encore une fois, pas que dans le cadre de VSS. Dans les cadres de VSS, les expérimentations, il me semble que c'est les plus récentes, notamment les groupes de parole d'hommes, les centres d'accueil, les structures d'accueil en règle générale pour hommes violents, etc., qui sont des expérimentations qui sont un peu plus récentes, qui datent, je crois, de Chiapa à peu près, et qui ont commencé un petit peu à se généraliser, et à continuer. Enfin, à chaque fois, c'est t'expérimentes à un endroit, ensuite t'élargis, ensuite t'élargis. Mais donc voilà. Mais les trucs de justice restauratrice, l'exemple que je vous donnais d'un homicide routier involontaire, qui est genre le truc de base, qui est vraiment le truc, le mec il est bourré, il est à son volant, il bute un gosse, et t'as une famille éplorée parce que leur gosse est mort parce qu'il y avait un chauffard sur la route. Ça c'est vraiment l'exemple de, presque l'image d'Épinal que j'ai de la justice restauratrice. C'est pour ça que quand je vous dis que en faire quelque chose qui paraît comme un truc d'exception, qui paraît comme détaché de la société normale, traditionnelle, normée, je sais pas quoi, etc., c'est non seulement faux factuellement sur le fonctionnement de la justice, voilà, même si on peut critiquer la façon dont l'État se déresponsabilise au travers de ça, mais aussi, c'est pas souhaitable. Donc tout ça pour dire que ça existe déjà, c'est hautement critiqué et hautement critiquable, et il y a beaucoup de façons dont c'est critiqué, il y a tout un champ qui s'intéresse à ces trucs-là, mais c'est pas juste dans les petits milieux queer. Elle a peut-être confondu, parce que c'était un peu ce que disait Elsa Dec-Marceau, mais ce dont parlait Elsa Dec-Marceau, c'est aussi la justice transformative, qui, pour le coup, vient davantage d'une critique un peu plus anarchiste, dans tout ce champ-là, un petit peu de la critique de la justice. Si la victime ne pardonne pas, bien sûr, mais la victime peut très bien ne pas pardonner. En théorie, la médiation restauratrice n'est pas là pour forcer une victime à pardonner ou pour forcer un auteur à reconnaître. Elle est là pour garantir l'espace, que ça émerge. Et si ça n'émerge pas, dans ce cas, d'autres moyens de réparation de la victime sont proposés à ce moment-là. Notamment, les structures peuvent par exemple proposer si la victime ne se sent toujours pas réparée, etc. Alors, encore une fois, là, on est dans des cadres, là, quand je vous parle de justice restauratrice telle qu'elle est mise en place aujourd'hui, c'est déjà dans des cadres où rentrer dans un processus de restauration se fait en complément d'une peine. Donc, ça veut dire qu'un juge a déjà prononcé la peine. Donc, on ne parle pas du tout de « tu saisis une asso parce que tu as buté un gosse sans le vouloir en conduisant ». C'est pas toi qui saisis l'assaut et hop, c'est bon, t'échappes à la justice. Non, tel que c'est mis en place à l'heure actuelle, c'est en complément d'une peine. Tout ce qui est de l'ordre de la réparation financière, psychologique, etc., généralement est intégré en fait dans la peine. Mais si le processus de restauration ne fonctionne pas, les structures peuvent aussi proposer des accompagnements centrés concrètement en fait sur le soin de la victime, que ce soit des accompagnements psychologiques, que ce soit des accompagnements structurels dans leur vie. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en place. Il y a une nécessaire séparation dans un premier temps du coupable et de la victime, pour ensuite tenter de les rassembler. Et si ce réassemblage ne fonctionne pas, dans ce cas, on continue de façon, je
Justice restauratrice, c'est le mot plus précis pour réparatrice ou autre chose. Non, la justice réparatrice, c'est plus un concept philosophique de la justice. C'est en gros que la justice est censée réparer une peine, réparer un dommage, réparer, etc. Donc la réparation, c'est quelque chose qu'on retrouve de transversal dans les réflexions sur la justice. Quand on parle de la justice restauratrice, c'est pour le coup une vision de la justice où on perçoit en fait la société comme ayant été fracturée par le conflit, l'agression, enfin par ce qui s'est passé, et que le but c'est de renouer les liens sociaux. Et donc c'est une vision de la justice en fait qui est centrée sur le fait de renouer les liens sociaux et non pas le fait d'adresser une peine objective, etc. Comment dire, c'est une vision philosophique qui est un petit peu à côté de la justice traditionnelle telle qu'on l'entend, même si comme je vous l'expliquais, elle peut être adossée en fait. Mais voilà, c'est une vision qui est centrée sur les liens sociaux. Et enfin, il y a la justice transformatrice, comme je vous le disais, qui est encore un autre champ. Alors là, je suis d'accord avec la critique que c'est plus dans des petits milieux parce que c'est exactement ce que dit Elsa Marceau dans son bouquin, ce qu'il disait dans son interview avec moi. La justice transformatrice, ça vient davantage d'une critique plus anarchiste, du coup forcément qui se place dans une vision où on baisse en termes d'échelle. En termes d'échelle sociale, on arrive à une échelle un peu plus communautaire, une organisation militante, d'une petite communauté. Pensez vraiment ça dans les courants anarchistes et cette vision-là. Voilà. Et la justice transformatrice, elle vise à la transformation de la structure. Ah oui, par définition, parce que tu peux pas... Voilà. Et en fait, ça se pose la question de... Il y a eu un conflit, il y a eu une rupture des liens. On analyse ça comme le fait que les structures ont failli aux personnes, soit parce que les structures ont permis la possibilité d'une agression, soit parce que les structures ont empêché l'émergence d'une demande, voire même d'une réparation. Donc quand tout ça échoue, etc. Donc la justice transformatrice va se poser la question de, en gros, justice traditionnelle, le truc final du processus de justice, c'est que quelqu'un soit puni et peut-être que quelqu'un obtienne une forme de réparation. Justice restauratrice, l'objectif, c'est que les liens sociaux soient ressoudés. Et justice transformatrice, c'est que la structure de la société soit modifiée de façon à ce que ce qui soit arrivé ne puisse pas arriver de nouveau. Ça, c'est la justice transformatrice. C'est tu te dis, ok, les structures ont quelque chose à voir dans ce qu'il s'est passé, donc on va faire évoluer ces structures de façon à faire de la prévention à l'avenir. Encore une fois, c'est parfaitement compatible avec la restauration des liens sociaux comme je vous l'expliquais. Mais simplement, un autre type d'objectif qu'on donne à la justice. Jusqu'ici, aujourd'hui, c'est mis en place dans des petites structures. Parce que c'est plus simple de modifier le fonctionnement de ton collectif anarchiste, ou de ton squat, ou de ton association, encore ça dépend de la taille de l'asso, que de changer la structure de la société. Parce qu'en fait, c'est ce dont on parlait avec Elsa, c'est qu'en fait, la justice transformatrice appliquée à la société, bah, c'est faire tomber le patriarcat. C'est agir sur ces structures macro de la société. Encore une fois, c'est pour ça que c'est une critique anarchiste et que c'est très compliqué de le transposer à l'État. Beaucoup de personnes se posent la question de du coup, comment est-ce qu'on modifie l'État pour permettre la justice transformatrice, etc. Et elle répondait, mais non, c'est pas qu'on modifie l'État, c'est qu'on garantit le retour à des plus petites communautés. Enfin, l'État en soi est une structure qui doit être changée et abolie. Donc, tu vois. Donc bref. C'est pour ça que ça m'agace profondément que Dr Zoé ait dit ça. Parce que quand on prend vraiment au sérieux ce sujet, je suis d'accord qu'il y a des gens qui crient réhabilitation à toutes les sauces, etc. et qui posent pas la question concrète de la condition de possibilité d'une réhabilitation, etc., etc. Sauf que bah nous, on se la pose. Et que les gens qui sont sérieux quand ils parlent de ça, se la posent. Et que c'est faire injure au sujet, je crois, que de le réduire à quelque chose de marginal pour les queers parce que c'est pas bien de call out les meufs trans. Parce que c'est objectivement faux. Et surtout, donc je disais que c'était faux. Et j'ajouterais que ce n'est pas souhaitable. Ce n'est pas souhaitable qu'on ait pour les queers une justice restauratrice et pour les autres, prison. Qui est une espèce de vision à deux vitesses de la justice. Mais comme il y a des gens qui sont plus discriminés que les autres, il faut faire plus attention à leur façon. Bah non, parce que si tu étends ce soin à ces personnes-là, pourquoi tu l'étends pas ce soin à tout le monde? Si ce soin fonctionne sur ces personnes, pourquoi tu ne l'étends pas à tout le monde? Vous croyez que les personnes LGBT ont dans leur cerveau le gène de la reconnaissance de leurs torts, de l'amendement de leurs actes? Genre non, désolé, tu traînes un petit peu dans les milieux queer, tu sais que c'est faux. Donc la question politique est très complexe qu'il faut se poser justement. Et encore une fois, c'est là où je suis pas d'accord avec ce qu'elle sous-entend quand elle dit ça. Mais la question complexe qu'il faut se poser, c'est comment ce truc-là peut être étendu à l'entièreté de la société. Comment est-ce qu'on peut refaire société en règle générale? Parce que spoiler alert, il va falloir faire société avec les hétéros en fait. Il va falloir faire société avec les mecs. Et on peut parler de détruire le patriarcat, etc. Bon, et en attendant, comment on fait pour faire société avec? Voilà. C'est assez simple, si une position de pouvoir et d'asymétrie a posé les conditions d'une agression, il faut donc retirer cette position pour prévenir de futures agressions. Le retrait de cette position est la condition préalable à une restauration ou rédemption. Renverser une autorité n'est pas une punition, c'est le concept de la lutte. Bah c'est ça. Et particulièrement dans des structures où ces relations de pouvoir interagissent. Mais du coup, le problème, c'est que... Et d'ailleurs, c'est la limite finalement de la logique transformatrice dans la société telle qu'elle est, avec ses inerties patriarcales, etc. C'est que bah tu peux renverser tous les trucs de domination que tu veux, bah le mec, il restera un mec. Donc en attendant de défoncer le patriarcat, donc ça oblige à poser la question sur la structure au-dessus.
Évidemment, en attendant, bon, qu'est-ce que tu fais du gars, tu vois? Mais ça implique toujours de refaire l'aller-retour avec ça et de bon, ok, qu'est-ce qui là-dedans fait que dans leur construction intime, individuelle, etc., amène les mecs à faire ce genre de trucs sans se rendre compte, à faire ce genre de trucs et le nier. Enfin bref, le mot de médiation est vraiment balancé un peu n'importe comment et partout, et même y compris certaines personnes qui mentent au sujet de ce qui s'est passé en décembre. Mais bon, ça c'est pas comme si on avait les screens. Le mot de médiation est balancé un petit peu à toutes les sauces. La démarche que nous, on a eue, ça a été de contacter / être contacté, voilà, l'intermédiaire de Marion. On faisait pas une médiation restauratrice. Ce qu'on a proposé, c'est la bonne foi de Dany, soutenu par le fait que en 2014, on avait les screens comme quoi il s'était excusé, que on avait la preuve qu'il avait... Bref, toute la bonne foi dont on pouvait garantir en tant que proche, entre guillemets, quoi. Et de dire, on peut proposer ça, on sera ouvert à ça, particulièrement si on veut pas passer par la justice traditionnelle, etc. S'il y a un enjeu de si ça lui va, etc. En tout cas, on est ouvert à ça, dans une structure de son choix, en mode on ne veut pas rompre le contact et être en mode il s'est rien passé, etc. Gna gna gna. On veut aller au bout du truc et lui, sincèrement, veut aussi aller au bout du truc et aussi transmettre ce qu'il ressent vis-à-vis de tout ça. Et je maintiens, désolé on a les screens, que finalement ça a été refusé. Et qu'on a découvert que ça a été refusé en partie parce que Mediapart a commencé à contacter des gens. C'est tout. Ça a été notre démarche. Tout le truc que je vous ai fait là sur la justice restauratrice, transformatrice, etc. C'est pour aussi vous expliquer quelle est la vision philosophique qu'on a de la justice à Zawa Prod. Et quand je dis on, c'est beaucoup moi, hein, parce que bon, je me moque de Zoé parce qu'elle confond un petit peu les concepts, mais bon, Dany aussi. Hein, parfois, quand il en parle, il est un petit peu flou et ça m'énerve, tu vois. Putain, utilise les bons termes. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on a défendu depuis très longtemps, que moi, je défends depuis même avant que je ne fasse des streams. C'est un truc qui était en accord avec nos valeurs et c'est pas une façon de silencier les victimes. Au contraire, c'est le principe même d'aller dans le sens de la restauration, permettre la condition de possibilité que la parole soit entendue et respectée. En tout cas, c'est comme ça qu'on le voit. C'est comme ça qu'on en connaît l'expérience. Et voilà quoi. Le discrédit qui est en train d'être jeté sur à la fois le flou, les contre-vérités, on va dire, pas les mensonges, les contre-vérités qui sont lancées sur toutes ces procédures-là de justice restauratrice, qui sont complexes, hein, je veux dire, ça fonctionne pas toujours. Hein. Comme la justice fonctionne pas toujours, tout comme t'as des mecs qui récidivent après être sortis de prison. Enfin, mais moi, ce que je trouve qui est décevant, c'est que ça jette un discrédit immense sur les personnes qui soutiennent encore ça et même qui travaillent quotidiennement en fait. Et je trouve que c'est dommage parce que d'une espèce d'intentionnalisation de tout ce qu'a pu faire Dany, Lazawa, etc. alors que parfois c'est juste des états émotionnels en fait, bah ça diffuse encore plus le narratif que s'intéresser à ces questions-là, c'est quelque part vouloir protéger les violeurs. Je sais pas quoi dire de plus, ça m'a déçu. Et vraiment, sans animosité, voilà, on n'est pas d'accord sur Dany, on n'est pas d'accord sur la gestion de l'affaire, très très bien. Mais par contre, désolé à pas du team, etc., vous pouvez pas vous permettre de jeter tout ça sous le bus. Parce que c'est aussi des savoirs militants. Peut-être que vous les maîtrisez pas totalement, surtout sur la justice restauratrice, etc., mais c'est très grave d'instrumentaliser ça pour les balancer par la fenêtre. Et pareil sur la sociologie des masculinités. Et bref. Je suis pas encore dans une clarté mentale suffisante pour articuler ce que j'ai envie de dire de façon claire. C'est pas grave. De toute façon, ça prendra le temps que ça prendra. On finira par tout dénouer progressivement, etc. Mais là, je m'en voudrais de pas être clair là-dessus et de pas être compris. Voilà. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager. Comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois, je vous laisse.